Bonjour à tous, bienvenue à Boisvert Radio. Aujourd'hui, c'est l'émission numéro 30 de la saison 2 de Boisvert Radio. On est présentement dans une période plutôt calme dans le football alors que les signatures sont en cours dans la NFL et que les camps d'entraînement sont sur le point de débuter dans la LCF. Pour parler football, notre nouvel expert football à Boisvert Radio est avec nous ce soir. Salut Anthony, en forme? Oui, très bien, merci. Yes, parfait. Ce soir à Boisvert Radio, on reçoit une légende du football québécois et canadien. Pierre Vercheval est un ancien joueur de la Ligue canadienne de football, lui qui a joué pour les Eskimos d'Edmonton, les Argonauts de Toronto et les Alouettes de Montréal. Retraité depuis 2002, il est depuis ce temps analyste des matchs de football de la NFL et de la LCF au Réseau des sports. Au temps de la renommée du football canadien depuis 2007, notre invité de ce soir est la référence football au Québec. Pierre Vercheval, bienvenue à Boisvert Radio. Comment vas-tu? Salut Charles, salut Anthony. Écoute, ça va super bien. C'est toujours le fun de parler de football. Et comme tu l'as dit, période un petit peu plus tranquille. Fait que je suis content que tu m'aies invité parce que bon, ça va me permettre de parler de football et de m'occuper un petit peu, là. Oui, c'est le fun. D'abord, remontons à ta jeunesse. Parle-moi un peu de comment tu es tombé en amour avec le football et aussi comment le fait de grandir à Sainte-Foy, ville que moi et Anthony, on connaît bien pour y habiter, a influencé ton cheminement dans le fond, vers où tu t'es rendu, c'est-à-dire la Ligue canadienne de football. Oui, c'est quand même particulier parce que moi, toute mon aventure de football, elle a commencé en secondaire 5 au Petit Séminaire de Québec. J'ai demandé à mes parents, moi j'étais au collège des Jésuites à l'époque, qui maintenant s'appelle le collège Saint-Charles-Garnier. OK. Et je regardais le football à la télévision, ça avait l'air le fun, les uniformes, le côté robustesse, les plaqués, tout ça, les blocs. C'est quelque chose qui m'attirait. Il n'y avait pas de football à Saint-Charles-Garnier. Donc, j'ai demandé à mes parents si je pouvais transférer d'école. Pas de problème, je m'en vais au séminaire, je fais mes tests d'admission, tout ça, puis je vais faire mon secondaire 5 là. Puis c'est là que l'aventure football a commencé. Et ce qui est fou dans tout ça, c'est que, bon, quand je mets toute ma carrière amateur, professionnelle ensemble, tu sais, c'est plus d'une vingtaine d'années. Tout a commencé à Québec, mais à Québec, il y a juste eu une année. C'était le secondaire 5. J'ai découvert ce sport-là. Mon entraîneur, Régent Denis, notre prof d'éducation physique, à l'époque, il avait le don de nous faire aimer ça, même s'il nous faisait courir beaucoup, même s'il nous faisait travailler comme des malades, mais il le faisait d'une façon qu'on avait du plaisir. Et j'ai tellement aimé ça que j'ai dit, ben là, il faut que j'essaie d'aller plus loin dans mon cheminement. Puis là, c'est là que je suis à partir de là. Il fallait quitter Québec à l'époque. Il n'y avait pas de cégep avec du football 3. Il n'y avait pas de rouge et or à l'époque. Donc, un petit gars de Québec, on monte dans le début des années 80, s'il voulait quitter, s'il voulait continuer à jouer au football, ben, il n'y avait pas le choix, il fallait quitter. Et à l'époque, la grosse machine de football collégial 3A francophone, c'était les Diablos de Trois-Rivières. Intéressant. À l'université, dans le fond, toi, tu as décidé d'aller à l'Université Western en Ontario. Est-ce que tu as des souvenirs en particulier que tu gardes de là, des faits marquants qui te sautent un petit peu plus aux yeux? Ouais, c'est certain que c'est ce qui est spécial. Puis pourquoi Western rapidement? C'est qu'avec les Diablos de Trois-Rivières, une année, on était champion du Québec. Puis à l'époque, il y avait ce qu'il appelait un championnat canadien. Donc, on est allé à Toronto, jouer contre Sheridan College, qui était une espèce c'est pas une université, c'est comme une version cégep ontarienne, si on peut le dire. Et c'était dans la même semaine que la Coupe Vanier. Et on avait été voir le match de la Coupe Vanier, puis c'était deux équipes qui s'affrontaient. C'était UBC de Vancouver et une certaine équipe qui s'appelait Western. C'était la première fois que j'ai vu Western. Et notre entraîneur à l'époque, un de nos entraîneurs aux ados, a dit, hey, Western, quel beau programme de football. Tu sais, c'est le fun. Donc, ça pour dire rapidement que à l'époque, quand tu sortais du cégep au Québec, tu avais Bishop, tu avais Concordia, tu avais McGill. Et le réflexe que j'ai eu, c'est que tant qu'à aller dans une université qu'on peut qualifier anglophone, mais je me suis dit aussi bien aller dans une université anglophone, mais en Ontario, m'immerger dans l'anglais, parce que je voulais apprendre l'anglais, je ne parlais pas anglais. Puis quand j'avais été visiter les universités québécoises, oui, c'était des universités entre guillemets anglophones, mais tu pouvais facilement parler français. Puis moi, je me dis, ben non, là, si je veux appeler l'anglais, il va falloir que j'aille dans le fin fond de l'Ontario. J'allais à Western, donc. Puis Western, écoute, ça a été spectaculaire parce que, premièrement, trois gars du cégep de Trois-Rivières sont allés là. C'était la première fois qu'ils voyaient des joueurs du cégep à l'époque. Ils ne savaient pas c'était quoi le cégep. Ils ne recrutaient pas dans le cégep. On était des extraterrestres. Puis Western avait la réputation que c'était tellement fort comme programme que souvent, ta première année, peut-être même ta deuxième année, tu jouais sur le banc, tu ne jouais pas. Hey, les trois gars de cégep, on arrive la première année, paf, on est partant, on joue. Écoute, il dit, là, tu sais que vous venez, vous autres, là, tu sais.
Alors, c'était le début de l'aventure et tout ça parce qu'on avait vu Western à la Coupe Vanier là, quelques années auparavant. Puis un de mes grands amis, Michel Leroy, avait décidé d'y aller. Il m'a dit Hey Pierre, moi, je vais avoir Western, viens-toi avec moi, tout ça. Puis j'allais faire ma visite. Puis ça a commencé comme ça. Mais tu sais, Western, c'était un beau passage. J'ai appris l'anglais, j'ai gradué, j'ai eu mon diplôme. J'ai rencontré mon épouse à Western. Alors, tu sais, il y a beaucoup de belles choses qui sont arrivées à cause de cette décision-là, de vouloir continuer à jouer au football. Fait que beaucoup de beaux souvenirs. Ah bon, c'est intéressant. Là, dans le fond, tu sais, chaque athlète, autant au football qu'au hockey, peu importe le sport, on garde tout le temps un souvenir particulier de son repêchage. Toi, dans le fond, tu as été repêché au deuxième tour en 1987 dans la LCF par les Eskimos d'Edmonton. Peux-tu nous raconter ton repêchage à toi? Bien, c'était particulier parce que, premièrement, moi, je me souviens où j'étais. J'étais dans un pub qui s'appelait le Lions Pub à Lennoxville. C'est sur le campus de l'Université de Bishop. J'avais des bons amis qui jouaient à Bishop. J'avais été décidé d'aller voir le repêchage avec eux autres. Et d'ailleurs, c'est un joueur de Bishop qui avait été choisi par les Alouettes en première ronde. Fait que j'avais bien les chums qui me taquinaient. Ils me regardaient, bon, tu ne seras pas le premier francophone sorti cette année-là. Finalement, Edmonton m'a pris en deuxième ronde. J'étais bien content parce qu'il y a une grosse tradition de football d'excellence à Edmonton. Mais tout ça pour dire, je ne savais pas trop à quoi m'attendre parce que ma dernière année d'université, je me suis déchiré un ligament dans le genou gauche lors du Atlantic Bowl, la demi-finale canadienne. On est allé battre l'Université Acadia. On joue à la Coupe Vanier contre l'Université UBC. J'ai réussi à jouer quand même avec, une orthèse, du tape, des antidouleurs. Finalement, malheureusement, on perd ce match-là, la défaite la plus crève-cœur dans ma carrière de football. Là, j'ai quasiment le goût de brailler juste d'en parler. Là. Mais tout ça pour dire qu'après ça, j'ai été opéré au genou. Donc, ce que ça a fait, c'est que mon processus de repêchage n'était vraiment pas bon. Je n'ai pas pu m'entraîner, je n'ai pas pu faire des tests, je n'ai pas pu démontrer ce que j'étais capable de faire. Donc, Edmonton, malgré tout ça, m'a fait confiance parce que le recruteur d'Edmonton venait souvent nous voir à Western, donc il m'avait déjà vu. Alors, j'étais content parce que, quand tu veux te faire repêcher, tu veux montrer ton talent, tu veux faire tes tests physiques, tu veux montrer que tu es fort, que tu es vite, que tu es rapide. Tu veux faire tes entrevues. Donc, je n'ai pas été en mesure de faire toutes ces affaires-là. Alors, j'étais un petit peu inquiet. Je ne savais pas ce qui allait se passer. Finalement, ça s'est bien passé. Good. Mais tu n'étais pas sûr d'aller à Edmonton parce qu'en 1988, tu as eu la chance de faire un camp de la NFL avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Donc, de côtoyer là, des joueurs de la NFL le temps de quelques jours, quelques semaines. Tu as d'ailleurs été le premier Québécois à réussir cet exploit-là. Ça a dû être toute une expérience. Ça, c'est actuellement incroyable. Puis c'est drôle parce que c'est une des rares fois qu'en bout de ligne, quand tu ne fais pas le club, ils viennent cogner à ta porte, puis ils disent prends ton livre de jeu, puis va voir le directeur général, puis le directeur général t'annonce que bon, t'es retranché. Fait qu'en soi, c'est pas une super nouvelle, c'est pas une grande journée dans ta vie. Mais c'est drôle parce que ce camp d'entraînement-là, finalement, à quelque part, tu te fais dire que tu n'es pas assez bon pour faire l'équipe. Mais si je n'avais pas fait ces camps d'entraînement-là, je ne serais jamais devenu le joueur que je suis devenu. Donc, ce n'est pas le résultat que je voulais. Mais j'ai eu tout un camp, j'ai eu toute une performance, j'ai appris beaucoup au niveau technique, au niveau football. J'ai appris beaucoup sur moi-même parce qu'à l'époque, là, les gars sont gâtés maintenant. Les camps d'entraînement ne sont pas aussi durs que c'était. Là. Dans le temps, là, c'était encore le style militaire. 2 gros entraînements avec de l'équipement. On frappait à tous les entraînements. C'était 2 entraînements par jour, 6 jours par semaine. Bon, le dimanche, c'était plus congé. Mais c'était vraiment... Là, écoute, je vous le dis, après deux semaines, je m'ennuyais de ma mère. Là, c'était dur mentalement. Tu te lèves, tu dis barouette, ça n'a pas de bon sens. Mais j'en ai tellement appris sur moi-même. Fait que c'est drôle, hein? C'est un des moments dans ma carrière où on m'a dit Pierre, tu n'es pas assez bon, tu ne fais pas le club. Mais c'était une de mes plus belles expériences. Puis un camp d'entraînement qui a fait en sorte que je suis devenu le joueur que je suis devenu par la suite. Fait que c'est drôle à dire. Là, ça fait peut-être bizarre comme commentaire, mais ça a été vraiment quelque chose de spécial. Puis écoute, la NFL, c'est la NFL. Là. Ouais. Mais tout est filmé, tout est épié, il y a de la pression tout le temps. Tu arrives avant l'entraînement, tu veux juste t'étirer un peu avant l'entraînement. Écoute, tu as des recruteurs qui sont là en train de te regarder, en train de parler dans leur dans leur enregistreur. Tu sais, je fais juste m'étirer. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Là, c'est vraiment intense. Beaucoup, beaucoup de pression. C'était une grosse business, mais j'ai adoré mon expérience. Est-ce que tu as eu la chance de jouer un match hors concours? Oui, j'ai été habillé pour 2 matchs hors concours. Malheureusement, je n'ai pas joué sur le terrain. Okay. D'ailleurs, les vétérans étaient furieux parce qu'on avait un entraîneur qui était...
les Pats étaient un peu sous pression. Là. Il fallait qu'ils gagnent. Ça n'avait pas été des bonnes années. Il avait été au Super Bowl en 86. Par la suite, ça avait piqué du nez. Puis l'entraîneur de la ligne à l'attaque, je ne sais pas s'il avait peur pour son emploi, là, mais il n'a pas fait jouer de recrues. Alors, les vétérans étaient furieux parce que les camps d'entraînement, souvent, tu as 4 matchs préparatoires. Les premiers matchs préparatoires, tu les utilises pour donner du temps de jeu à tes recrues, pour voir ce qu'ils ont dans le ventre, s'ils sont capables de jouer à un autre niveau. Alors, les vétérans, eux autres, ont dû se taper tous les matchs préparatoires, fait qu'il n'y avait pas de bonne humeur. Mais j'étais en uniforme. Écoute, j'ai vécu quand même cette routine-là d'avant-match, puis de match, puis pendant le match. Puis, fait que c'est quand même quelque chose de spécial, mais il manquait un petit quelque chose. J'aurais aimé ça avoir un peu plus de répétition sur le terrain. C'est normal. C'est sûr. Parlons là, de ta carrière dans la LCF maintenant. Écoute, tu as été sur l'équipe d'étoiles de la Ligue 4 fois, meilleur joueur de la ligne offensive en 2000, joueur québécois avec le plus de matchs dans la LCF, 2 bacs de la Coupe Grey, temple de la renommée du football canadien en 2007. Comment est-ce que tu vis avec tous ces honneurs-là? Là, tu me mets de la pression. Là. Je ne t'ose pas dire de niaiserie avec tout ce que tu mettais. J'ai vraiment tout fait ça, moi, là. Oui. Oui. Écoute, la première chose que je veux dire, c'est que j'ai été chanceux. J'ai été repêché par les Esquimaux d'Edmonton. Tu sais, dans le fond, un peu, quand je te disais un peu, j'étais déçu que les Alouettes avaient passé par-dessus moi en première ronde. Parce que, tu sais, les Alouettes, c'est quand même l'équipe locale et tout ça. Mais par contre, on s'entend que ça n'a pas été une mauvaise affaire parce que les Alouettes sont tombées à l'eau après ce repêchage-là. Les Alouettes étaient partis pendant 9 ans. Mais Edmonton, c'était une grande tradition. Je suis arrivé dans une équipe qui est une bonne équipe, des bons joueurs de ligne à l'attaque, des bons vétérans qui m'ont accueilli. Qui vraiment, là, la notion de donner au suivant, là, de prendre sous son aile des jeunes joueurs qui, même si ces jeunes joueurs-là, techniquement, à quelque part, éventuellement, vont prendre leur job. C'est un peu ça, le sport professionnel. Donc, on te demande d'aider une recrue, mais cette recrue-là, elle veut prendre ta job. C'est quand même c'est contradictoire un peu. Mais ils m'ont accueilli, j'ai appris beaucoup. Puis c'est là que j'ai appris à devenir un professionnel. C'est là que j'ai appris vraiment à devenir un professionnel. Qu'est-ce que ça prend pour aller au prochain niveau, au niveau de ta préparation, au niveau de mettre les heures supplémentaires. Fait que, écoute, ça a été super. Après ça, je suis retourné dans la NFL avec les Lions de Détroit parce que je voulais me réessayer. Après 5 ans d'expérience, là, je veux revoir ça me chicotait encore. Là, je vais aller voir ce qui se passe. Malheureusement, ça n'a pas marché encore. J'en ai fait mon deuil. Je suis allé à Toronto quand je suis devenu joueur autonome. Après ça, les Alouettes qui sont revenus dans la Ligue canadienne. Fait que là, moi, j'étais un joueur établi. Je me disais, il me semble que j'aimerais ça finir ça à Montréal, là, parce que bon, j'ai toujours dû m'expatrier, toujours dû finir ça j'étais toujours loin de ma famille, tout ça. Fait que je suis arrivé des Alouettes, mais c'est sûr que, tu sais, moi, j'ai été dans des bonnes organisations. C'est pas mal plus facile de ressortir du lot, de bien jouer, puis d'avoir des honneurs individuels quand tu joues dans un club qui gagne, tu sais. Dans n'importe quel sport, là, souvent, les équipes d'étoiles sont remplies d'équipes qui sont au premier rang, au deuxième rang, tu sais. Un super joueur dans une équipe qui a fini 10e, mais souvent, il ne sera pas sur l'équipe d'étoiles, même si c'est un bon joueur. Tu as tout ce. Tu sais, jouer avec des bons corps. À Toronto, on avait Doug Flutie. J'ai eu Tracy Ham à Edmonton par Montréal. Après ça, bon, moi, j'ai fini à Montréal. Capio a commencé à jouer, à relancer sa carrière. Fait que, tu sais, j'ai été dans des bonnes organisations. J'étais toujours entouré de bons coéquipiers, des bonnes lignes à l'attaque, des bons corps arrière. Ça facilite la job des boys. C'est pas mal plus facile de bien jouer quand tu sais que les gars à côté de toi sont bons aussi. Fait que c'est sûr que j'ai été choyé de ce côté-là. OK. Quel moment de ta carrière tu qualifierais comme le meilleur? C'est certainement la première Coupe Grey qu'on a gagnée en 96 avec Toronto. C'est-à-dire que moi, c'était quand même ma 9e saison dans la Ligue. J'avais eu jamais la chance de lever le trophée. J'avais joué dans une Coupe Grey avec les Esquimaux d'Edmonton en 90, ma 3e année. On s'était fait lessiver par les Blue Bombers de Winnipeg. Écoute, c'était 56-10, je pense. Tu dis que c'était assez gênant. Là, c'est le match de l'année, là, puis on ne se présente pas. C'était gênant. Mais finalement, en 96, non seulement on joue contre les Esquimaux, fait que j'ai exorcisé des fantômes de 90. J'ai battu mon ancienne équipe. Mais pourquoi ça, c'était spécial? Parce que, évidemment, c'est la première Coupe Grey. Mais c'est aussi une année spéciale parce que contre les Alouettes, le 1er août 96, on finit le match. Il reste 1 minute à jouer. On fait des petites courses pépères au centre. Et un joueur des Alouettes et mon coéquipier, Mike Kislak, me tombe sur la jambe droite. Fracture de la jambe, dislocation de la cheville. Aïe, aïe, aïe. Fait que là, c'est opération, les vis dans le tibia, ci puis ça. Ma saison est, entre guillemets, terminée.
Mhm. Puis tout d'un coup, avec la physiothérapie, moi, on n'avait pas de spécial. On gagnait tout le temps. On avait Doc Flutie, on était un gros club. Mhm. En tout cas, tout ça pour faire une histoire longue, courte. Je réussis à revenir au jeu le dernier match de la saison régulière. Wow. Je joue. Après ça, je joue dans les playoffs. On s'en va à la Coupe Grey. On gagne la Coupe Grey. C'était un match dans une tempête de neige. C'est un classique dans la Ligue canadienne. Ouais. Puis là, après la game, le coach non seulement, c'était Don Matthews, l'entraîneur, qui était avec les Alouettes à un moment donné. Mhm. Puis, premièrement, puis je reviens un petit peu en arrière. C'était pas évident, là, parce que moi, j'avais manqué 10 games de football, là. Mhm. Puis, tu sais, il aurait pu dire, le club gagne, je fais pas de changement en fin d'année, là. Mhm. Non, il est venu me voir, il dit, Pierre, t'es mon gars, tu t'es cassé la jambe en jouant pour moi. Je pense qu'on va être meilleur avec toi là. Tu repognes ta job, c'est toi que je veux. Fait que, tu sais, ce vote de confiance-là, il n'y a pas beaucoup de coachs qui auraient fait ça. En Oui. plus, à la Coupe Grey, je suis un des 5 capitaines. Fait qu'on est sur le podium, je reçois la Coupe Grey, j'ai la Coupe Grey au de la tête, il neige, écoute. Et là, tout d'un coup, je me dis, waouh, quelle année de fou, là. Je suis passé Ouais. d'une jambe, de la jambe cassée à ma saison est finie, que je gagne le championnat. En plus, mon deuxième enfant, ma première fille, Claire, est née en septembre cette année-là. Écoute, je suis en béquille, je sortais du bloc opératoire. Ma femme accouche, tout ça. Écoute, c'est une année de fou. Mais ça s'est bien terminé. Ouais, c'est ça. Si tu avais un conseil à donner à un jeune joueur de football qui souhaite faire carrière dans la LCF ou même dans la NFL, ce serait quoi ton conseil? C'est sûr que ça peut sembler cliché un peu. Là. Je vais dire, il faut que tu sois passionné, il faut que tu travailles fort. Et pourquoi je vais vous dire ça, les gars? C'est simple pour moi, c'est facile à expliquer. Le football, tu as un match par semaine, mais tu as 5 entraînements par semaine. Mhm. Si tu n'aimes pas t'entraîner, tu vas avoir de la misère à avoir du fun pendant ton match. Fait que si tu n'aimes pas le processus, hein, on entend souvent ces expressions-là, c'est le processus, c'est l'entraînement. Mais c'est ça le football. Tu as 5 fois plus d'entraînement que de matchs. Alors, si tu n'aimes pas t'entraîner, si tu n'aimes pas mettre les efforts dans les entraînements, tu ne pourras jamais performer et avoir du plaisir la journée du match. Fait que, tu sais, c'est ça, là, tu sais, le football. Fait qu'il faut que tu sois passionné. Il faut que tu aimes ça. Il faut que tu ailles aller dans le gymnase. Il faut que tu ailles faire tes entraînements. Il faut que. C'est tout ça, là. Fait que moi, Puis moi, ça a toujours été un peu ce qui m'a allumé. J'avais le feu sacré. J'étais toujours un des plus petits sur la ligne à l'attaque, mais je me dis, il n'y a pas un maudit qui va travailler plus fort que moi. Moi, c'est ma marque de commerce. Je travaillais fort. Ouais. J'étais un bon étudiant. J'étudiais mon livre de jeu. Je connaissais mon jeu. Je ne faisais pas d'erreur mentale. Je ne voulais surtout pas donner d'excuses à mes entraîneurs pour qu'ils disent, ah, bon, c'est bien, il est trop petit, il est ici, il est ça. Non, non, garde. Mais en bout de ligne, il faut que tu aimes ça. Ça, c'est comme dans n'importe quoi. C'est un cliché, mais je pense qu'au football, on peut bien le visualiser quand tu te fais dire que c'est 5 fois plus d'entraînement que de match. Tu dis, oh, OK, Ouais, là, vraiment. fait que là, si tu n'aimes pas ça d'entraîner, ça se peut que tu trouves ça dur. Là, Oui, clairement. Au hockey, c'est comme 2 entraînements pour une game à peu près. Au football, c'est 5 entraînements pour une game. Faut aimer ça, s'entraîner puis travailler fort. Oui, absolument. Je t'avais averti par courriel je t'avais demandé, dans le fond, de nous préparer une anecdote dans le fond, sur ta carrière. Idéalement, là, plutôt comique, drôle, là, histoire de faire sourire nos auditeurs. Dans le fond, raconte-nous une anecdote là, que tu as vécue pendant ta carrière. Ouais. Ben, écoute, il y en a plusieurs. C'est sûr que, tu sais, Ouais. bon, en bout de ligne, tu sais, la ligne à l'attaque, on est souvent le groupe le plus soudé au football. Là, Et d'ailleurs, j'ai toujours dit, moi, qu'une équipe de football, si dans ton équipe de football, ta ligne en attaque n'est pas unie, n'est pas soudée, tu es dans le trouble. Ton équipe est dans le trouble. C'est vraiment un rouage important d'une équipe de football. Et c'est le groupe qui est toujours le plus uni. Donc, on fait tout ensemble. On est comme une meute, nous autres. Là, un troupeau, là, let's go. Ouais. Une parade d'éléphants. Fait que, tu sais, ça pour dire que on a souvent, ce qui était drôle, c'était de toujours voir quand on allait sur la route et qu'on décidait de débarquer au restaurant, puis qu'évidemment, on avait toujours tendance à trouver des buffets. C'était toujours de voir le visage des gens quand ils nous voyaient rentrer au resto. Ouais, hein? Je peux te dire qu'ils savaient. Probablement, le propriétaire, lui, il avait la face longue, il n'aimait pas ça. Mais les autres qui nous voyaient, ils riaient, ils disaient, oh, bon, on sait exactement ce que ces gars-là viennent faire ici. Ouais. Ils viennent dévaliser le buffet. Fait que ça, pendant des années, à toutes les fois qu'on allait sur la route, c'est sûr que ça m'a toujours fait rire, là, parce que, bon, les gens, tu sais, écoute, c'est sûr, tu sais, puis moi, j'étais un des plus petits à 6 pieds 1, 285 livres, mais tu sais, t'as des gars de 6 pieds 7, des gars de 6 pieds 6, des gars de 340 livres, 320 livres. Tu sais, quand on débarque, là. Tu vois une meute de ça arriver dans un resto. Ouais. C'est rare, tu sais, donc,
C'est facile à remarquer. Tu sais, des fois, puis là, tu arrives au buffet, puis tu as le gars qui dit, ben, tu sais, qui veut nous amener vers les affaires un peu plus cheap. Là. Non, montre tout ton bon stock. Là, laisse faire le stock cheap. Là. On est venu manger ton bon stock. Je vois qu'on a le temps un peu, Anthony. J'ai ajouté une question là, de même. Là. On a parlé que tu as gagné 2 fois la Coupe Grey. À quoi ça ressemble des parties de victoire de Coupe Grey? Écoute, c'est le fun, c'est l'aboutissement, ça dure toute la nuit. Parce que, bon, les équipes, puis un party de Coupe Grey, ça dure longtemps. C'est sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois quasiment. C'est pour ça que des fois, il y a des équipes qui disent, il y a des gens qui disent que c'est dur de répéter parce que pendant que les autres équipes s'entraînent à se préparer pour la prochaine saison, les gars qui ont gagné la Coupe Grey, ils sont encore sur le party à se promener partout en ville avec la Coupe Grey, tu sais. Fait que c'est sûr, mais gars, premièrement, toutes les équipes, on retourne au quartier général, à l'hôtel, c'est la salle de bal, c'est le gros banquet avec les familles immédiates, les femmes, les enfants, les parents toutes les familles qui sont venues voir le match. Fait que ça, écoute, ça dure toute la nuit, là, c'est le party, on remplit la coupe, on boit avec la coupe, on prend des photos. Souvent, tu prends des photos avec bien des coéquipiers parce que malheureusement, que tu gagnes la coupe ou que tu ne fais pas les playoffs, tu sais qu'il y aura toujours des changements dans ton équipe. Fait qu'il y a des gars que tu as gagné la coupe avec eux autres, tu n'es pas sûr s'ils vont être là. Fait que ça, on prend toutes des photos ensemble, on s'aide, puis là, bon, quand on retourne, bon, après ça, on retourne à Toronto, puis là, pendant la semaine, bien évidemment, on se promène avec la coupe d'un restaurant à l'autre, d'un bar à l'autre, tout le monde veut te voir. Fait que là, c'est le party. Tu as la fameuse parade. On avait eu la parade aussi. Bon, ben là, qui se termine à l'hôtel de ville à Toronto. Je prends les Coupes Grey à Toronto comme exemple. Puis là, c'est le party encore. Puis, tu sais, la foule. Puis... Ça dure longtemps. Mais c'est dur quand il y a une Coupe Grey. Mais faut que tu la célèbres. Tu as dit que c'était encore plus dur. Tu as dit que c'était encore plus dur 2-28, puis toi, tu l'as fait, là, 96-97. C'est hot. Ouais, écoute, on avait un super club, on est tous, je te dirais qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements dans le club. C'est sûr qu'on avait la pièce maîtresse, un gars qui s'appelait Doug Flutie, là, qui est encore exceptionnel. Tu sais, une anecdote vite, en 97, on joue la Coupe Grey contre la Saskatchewan, puis moi, je parlais toujours à Doug avant la game, puis tu sais, à un moment donné, juste avant la période d'échauffement, je disais, hey, Doug, c'est quoi ton feeling pour la game aujourd'hui, là, tu sais? Il dit, Pierre, il dit, pose-moi la question après le premier jeu. J'ai un jeu que je veux essayer, puis dépendamment de comment Saskatchewan va réagir, là, je vais avoir une bonne idée. Fait que là, parfait, on fait le premier jeu. Fait que moi, ça n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, j'avais parfait. Hey, Doug, qu'est-ce qui se passe, Doug? Il dit, Pierre, on est en affaires, on est en business, ça va bien aller. Comme de fait, on a gagné, je me souviens plus, 41-24, là, c'était quand même un sens unique. Fait que, mais tu sais, c'est ça, on avait Doug Flutie qui était un des meilleurs joueurs qui a passé dans la Ligue canadienne. Fait on avait du talent, on avait des bons entraîneurs. C'était vraiment un club complet là, à tous les niveaux. Good. Après ta carrière de joueur, tu as fait le saut là, dans le monde des médias à RDS pour analyser les matchs de football. Comment est-ce que cette transition-là s'est opérée pour toi? Ça s'est quand même bien fait. C'est sûr que moi, quand je suis venu à Montréal, j'étais un vétéran qui avait déjà joué 10 ans, gagné des Coupes Grey, était sur les matchs, sur les équipes d'étoiles. Donc, par le fait même, souvent, j'étais sollicité par les médias pour avoir des commentaires. C'était un peu normal, tu sais. Puis, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à me dire hey, c'est le fun quand tu nous parles, t'es bon en entrevue, est-ce que quelque chose qui te tente? Je dis je ne sais pas, j'ai jamais pensé à ça. Puis en 2001, quand la Coupe Grey était à Montréal, malheureusement, les Alouettes, on s'est fait éliminer contre Hamilton. C'était ma dernière année. Je n'étais pas encore sûr que ça allait être ma dernière année, mais tout ça pour dire qu'RDS m'a demandé hey, on aimerait ça que tu participes à notre émission de la Coupe Grey. Puisque vous êtes éliminé, mais ça te tente-tu? Je disais hey, oui, ça pourrait être le fun. Fait que sans le savoir, RDS m'a passé un test. Là. Par la suite, ils ont aimé ça, j'ai aimé ça. Ils m'ont dit, garde, ça t'intéresse-tu? Parce que nous, on est intéressés, on pense que ça pourrait bien aller. Fait que ça a commencé comme ça, j'ai dit oui. Il me restait une année de contrat. J'aurais pu jouer avec les Alouettes. Don Matthews, qui était avec moi à Toronto, s'emmenait avec les Alouettes. Il m'a dit, Pierre, j'aimerais ça que tu restes avec nous autres. Tu peux encore jouer, t'es mon gars. Mais là, j'ai dit, bon, j'ai une deuxième carrière qui pourrait être super le fun. Versus un an de football de plus. J'avais joué 14 ans, j'avais pas mal fait le tour du terrain, du jardin. J'ai dit non, let's go. Je prends ma retraite, je m'en vais RDS, puis écoute, 20 ans plus tard, j'étais encore là. Fait que c'était toute une décision. Mais c'était pas une décision qui était difficile, c'était quand même assez facile à prendre comme décision.
Mais non, c'est l'apprentissage, c'est bien fait. Encore là, je suis entouré de talents. On a une super équipe de football, là, tous les animateurs, co-animateurs, le panel, les gens derrière la caméra, parce que, tu sais, moi, je suis passé de gars de ligne à l'attaque qui travaillait dans l'ombre Ouais. pour que les autres, tu sais, pour que les autres joueurs peut-être puissent s'exprimer. Ben là, je suis le contraire. Moi, je suis en l'ombre, mais il y a un paquet de gens qui font un travail incroyable. On a une super équipe qui me permettent de, moi, bien paraître dans l'ombre. Fait que c'est un peu les rôles inversés. Mais tout ça pour dire que c'est encore du travail d'équipe. Fait que, écoute, je reste autour du football. J'ai pas mal le lendemain des matchs. On travaille encore en équipe. On a du plaisir. Écoute, je ne vais pas demander mieux. Là. Fait que je me pince encore à tous les jours. Moi, là, je suis choyé. Je fais vraiment ce que j'aime depuis, écoute, bien des années. Ouais. Là, parlons un peu d'actualité. Pour commencer, la LCF compte bientôt amorcer sa saison. Toi, à ton avis, ce sera, dans le fond, quel sera l'impact de l'absence de la saison 2020 sur la saison 2021? Ben, le premier impact, c'est de voir s'il n'y a pas un paquet de joueurs qui vont décider de passer à d'autres choses. Hein, parce que malheureusement, écoute, à un moment donné, la Ligue canadienne, tu ne fais pas des millions. Là, il faut que tu fasses d'autres choses. Fait que j'ai hâte de voir il y a combien de joueurs qui vont dire ben, finalement, je vais passer à d'autres choses, surtout s'il y a encore un petit peu d'incertitude pour 2021. Mais c'est sûr que moi, personnellement, moi, ils vont jouer. Moi, je pense que je suis capable de vous dire, puis écoute, je ne sais pas si 100% ça existe, là, mais moi, je suis prêt à dire 99% des chances qu'ils vont jouer. Je ne peux juste pas vous dire quand ils vont commencer. C'est un peu ça présentement. On a un scoop à Boisvert Radio. Wouhou! Oui. La LCF va jouer. Oui, moi, je suis de ceux qui disent que la LCF va jouer. La LCF n'a pas le choix de jouer. C'est pas si elle va jouer, c'est à partir de quand elle va jouer. Oui, vraiment. Est-ce qu'on fait quelques matchs sans personne dans les gradins? Après ça, il y a des gens qui rentrent dans les gradins. Est-ce qu'on attend qu'on peut commencer à mettre des gens dans les gradins? C'est un peu ça le débat. Mais écoute, moi, j'ai bien hâte, puis j'ai hâte d'avoir les Alouettes. Écoute, avec tous les changements qu'ils ont eus, ils ont du talent. Corey Jones, Vernon Adams, il fait longtemps que les Alouettes n'ont pas eu de stabilité chez les carrières, le même coach, le même système, le même corps. Il y a des bons receveurs. Écoute, j'ai hâte d'avoir cette équipe-là. Là. Fait que moi, c'est sûr que des fourmis dans les jambes. J'ai bien hâte d'avoir les Alouettes de la Ligue canadienne. J'espère juste qu'ils vont être capables de mettre un petit peu de gens dans les gradins. Ils ont besoin de... ils n'ont pas les contrats de télé faramineux comme la Ligue nationale. Donc, ils ont besoin que les gens aillent dans les gradins. J'espère qu'il va y avoir des bons plans, des bons protocoles, que la santé publique des différentes provinces vont commencer à ouvrir ça un petit peu. C'est sûr que ce ne sera pas à capacité. Mais on peut-tu, je ne sais pas, moi, mettre 5000 personnes de chaque côté dans le stade à McGill. Sans que ça y ait de la distanciation, ça arrête de l'allure, on est dehors, en tout cas, regarde, je ne suis pas expert là-dedans. Mais moi, je suis quand même optimiste. Oui, c'est sûr qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Là, la NFL elle a annoncé aujourd'hui que la saison allait, dans le fond, avoir une game de plus. Donc, au lieu d'avoir 16 parties à la saison régulière, il va en avoir 17. Je pense notamment à des joueurs comme Alvin Kamara qui ont pas mal réagi face à ça. Ouais. Toi, comment tu vois ça, l'ajout d'une partie de plus à la saison régulière? Ouais. Écoute, la NFL, là, c'est une machine à imprimer de l'argent. Les propriétaires sont affamés. Ils veulent aller chercher chaque dollar. Écoute, c'est des sauvages, entre guillemets. Là, Fait que c'était juste une question de temps. Puis c'est sûr que moi, personnellement, je suis habitué dans les Canadiennes, c'était 2 matchs préparatoires, 18 matchs de saison régulière. Moi, dans ma tête, ça fait plus de sens de jouer des vrais matchs que de jouer des matchs préparatoires. Fait que là, on en ajoute un, on enlève un match préparatoire, on tombe à 3. En bowling, c'est encore 20 matchs. Aussi bien d'avoir plus de matchs qui comptent, qui sont des vrais matchs. Fait que c'est sûr qu'il y a un juste milieu parce que, bon, les camps, il faut que tu puisses aussi évaluer les jeunes joueurs, préparer ta profondeur, tout ça. Fait qu'il y a un juste milieu. Mais moi, je pense qu'éventuellement, ils vont aller à 18. Ça va être deux matchs préparatoires puis 18 matchs de saison. Bon, les joueurs, c'est sûr. Mais les joueurs vont quand même aller chercher une partie de plus là, au niveau du cap salarial. Fait qu'ils vont aller chercher un petit peu d'argent de plus, mais c'est sûr que c'est un peu contradictoire parce que c'est pour ça que la CFL n'est pas pire pour ça. C'est qu'elle fait 18 matchs sur 21 semaines. Il y a 3 semaines de congé dans la Ligue pour justement éviter là, plusieurs matchs et te reposer. C'est tout ça que la NFL devrait faire à un moment donné, parce que là, si c'est 17 semaines, si c'est 17 matchs en 18 semaines, parce qu'ils ont juste une semaine de congé, bien, c'est sûr que ça va être surtaxant pour les joueurs. Fait que moi, j'ai hâte de voir les statistiques. À la fin de cette première année-là de 17 semaines, de 17 matchs,
c'est quoi le pourcentage? Y a-tu plus de quoi à la tête? Y a-tu plus de commotion? Y a-tu plus de blessures aux genoux ou aux chevilles? C'est quoi les statistiques de blessures? Je pense qu'on a tous hâte de voir ce qui va se passer. Mais je peux comprendre que c'est sûr que c'est tout le temps une question d'argent. Puis en même temps, la Ligue en fait plus. Bien, il va en avoir plus pour les joueurs aussi. Je me dis, pour un joueur, c'est sûr que pour les grandes vedettes qui font beaucoup de millions, peut-être qu'eux autres, ils disent, wow, ben, je ne veux pas me maganer. Mais la moyenne là, c'est 3 ans à peu près de carrière. Puis il y en a beaucoup qui sont au salaire minimum. Mais pour le gars qui est au salaire minimum, qui fait juste 3 ans, là, ben, le chèque de paye de plus, là, les 3 chèques de paye de plus qu'il va avoir dans sa carrière, il va les prendre. Il ne se plaindra pas, lui. Lui, il n'ira pas dire hey, ça n'a pas de bon sens. Là, fait que c'est toujours un peu. Il y a des arguments des deux côtés. Il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés des deux côtés. Mais c'est sûr qu'il y a le côté monétaire, le côté sécurité, santé des joueurs. Fait que c'est une gymnastique que des fois, c'est pas toujours évident. C'est ça le défi de la Ligue. Good. Je vois qu'on a le temps. Là. Je vais poser une autre question. Un des plus grands événements sportifs de 2021 jusqu'à maintenant, c'est sans aucun doute le Super Bowl qui a opposé les Chiefs de Kansas City aux Buccaneers. Toi, tu étais analyste de ce match-là qui n'a pas dû être facile à produire en pleine pandémie. Raconte-moi un peu comment vous avez organisé ça, la division du Super Bowl. Premièrement, ça faisait, écoute, lors des 6 derniers Super Bowls, on était sur place. Ouais. RDS avait débuté la tradition d'envoyer moi et David Arsenault sur place. Fait que là, c'est sûr que c'est une autre game. Là. Quand tu es sur place, là, c'est incroyable. Tu découvres des stades, tu découvres l'ambiance, c'est gros, là, c'est écœurant. Là, puis moi, je suis encore un petit gars de football. C'est le côté partisan de football qui fait que quand tu arrives au Super Bowl, là, tu capotes. Là, puis tu sens la game, tu l'entends, tu es dedans. Fait que c'est sûr que quand tu es en studio, il y a une dynamique qui est différente. Fait qu'on l'a fait un peu comme on fait tous nos matchs de la saison régulière. C'est toujours en studio. Donc, on est habitué. J'ai fait quand même beaucoup de Super Bowl en studio pareil. Mais c'est sûr que la dynamique de l'énergie n'est pas pareille. Mais en même temps, écoute, on est habitué. C'est sûr que tu ne peux pas toujours tout voir parce que tu es à la merci des prises de caméra que tu vois. Parce que moi, au Super Bowl, quand je décris le Super Bowl, j'ai les mêmes images que vous dans votre salon. Là. Fait que moi, si je vois quelque chose qui m'intéresse au bout, là, puis que je veux parler de ça après le jeu, mais si, mettons que c'est Tony Romo qui fait le Super Bowl avec CBS, si lui, il veut parler d'autres choses, on s'entend que les images vont supporter ce que Tony Romo dit. Moi, des fois, il faut que je me revire de bord, des fois, il faut que je change mon idée ou que j'ajuste mon commentaire. Ou des fois, je me dis, ben regarde, non, moi, le commentaire, je le fais, puis c'est peut-être pas les meilleures images pour supporter ça. Fait que c'est sûr que c'est pas toujours évident. Mais on s'organise. Écoute, moi, je suis choyé. Écoute, comme je te disais tantôt, on a un panel incroyable avec Mathieu, Bruno, Didier, Danny Derivo qui s'est joint à l'équipe, David Arsenault qui est un descripteur incroyable, toujours le bon ton, toujours préparé, toujours le bon français. D'ailleurs, moi, combien de fois, dans une pause commerciale, je vais lui poser une question. Hey, comment tu dirais ça en français? Quel est le bon terme? C'est mon encyclopédie. Il est exceptionnel. Puis, il fait un travail incroyable. C'est pas mal plus facile. Comme je revenais tantôt, quand on gagnait des championnats, c'est pas mal plus facile de faire ta job quand tu es entouré de champions. Là, c'est de gens qui sont bons dans ce qu'ils font. Là, mais tout un match, écoute, Tom Brady, que dire. Mais s'il y a une leçon qu'on a tirée au foot, tantôt, je vous disais, là, puis c'est drôle que Charles, tu me poses ça, parce que c'est pas beau, ce qu'on a une leçon, je pense, qui était simple à aller chercher, c'est que si tu as une bonne ligne à l'attaque, c'est pas mal plus facile que si tu n'as pas une bonne ligne à l'attaque. Brady a une bonne ligne à l'attaque. On a fait des stratégies pour protéger Brady. Les Chiefs avaient une ligne à l'attaque amochée, plusieurs partants qui n'étaient pas là. Puis on n'a pas vraiment fait de stratégie pour compenser tout ça. Écoute, ça a été désastreux. Là. On a vu la guerre des tranchées. C'était tellement évident. Là. Non, les Bucs, vraiment, ont fait ça. Là. Dans le fond, c'est qu'après la défaite contre les Chiefs, ils sont partis en semaine de congé, se sont réévalués. Ils ont vu c'était quoi leur faiblesse, leur carence. Puis à partir de là, ils n'ont plus perdu un match de football. C'était assez spectaculaire. Dans une année de pandémie, pas de camp d'entraînement, pas de match préparatoire. Avec un paquet de nouveaux joueurs, d'aller gagner le Super Bowl, c'est encore une fois du grand Brady. Oui, tout à fait. En terminant, là, on n'a pas beaucoup de temps, là, sans justification, sans argumentation. Si tu avais à prédire l'équipe gagnante du Super Bowl 2022, ça serait laquelle? Écoute, je vais prendre encore les Bucs. OK. Pourquoi pas un autre affrontement Buccaneers-Chiefs? Ça serait bon.
Ça serait un bon show. Et puis les Bucks, écoute, tout le monde veut rester. Brady a restructuré son contrat. Tous les joueurs veulent revenir. Écoute, je pense que j'ai vu une statistique. Peut-être je me trompe, mais il y avait 21 des 22 partants du Super Bowl qui sont de retour avec les Bucks. Ils ont réussi à garder plusieurs joueurs vedettes qui devenaient joueurs autonomes, mais les gars veulent rester, veulent gagner. Quand ils prennent goût, là, une fois que tu gagnes le Super Bowl, on va dire de quoi? C'est tout un feeling, puis c'est quelque chose que tu espères répéter. Oui, vraiment. C'est certain. Pierre Vercheval, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et d'être venu à Boisvert Radio. Hey, super. Félicitations pour ton émission, pour ton projet. Charles, Anthony, c'était un plaisir. Puis, écoute, on va souhaiter toute une saison de football. On va souhaiter du bon football de la Ligue canadienne. Après ça, une autre belle saison de la Ligue nationale de football. Ouais. Puis que tout retombe en place. Là, parce que si le football de la Ligue canadienne repart, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le football du Rouge et Or va repartir. Ouais, le football du Rouge et Or repart, le football du cégep va repartir. Le cégep repart, les écoles secondaires. Fait que moi, c'est pour ça que je veux que la Ligue canadienne parte. Parce que c'est en haut de la pyramide. La Ligue canadienne donne l'exemple. Elle recommence à jouer au football. Ça va être plus simple pour les universités de commencer à jouer, les cégeps, les écoles secondaires. Fait que let's go, on pousse dans la bonne direction. Oui, tout le monde va suivre. Dans le fond, c'est ce que je te souhaite. C'est dans le fond le meilleur pour, dans le fond, l'été, pour le plus de football possible pour le temps qui va arriver. Également, c'est toujours très intéressant de t'entendre dans nos télés. Donc, c'était vraiment le fun de te recevoir à Boisvert Radio. Hey, super, merci beaucoup. Au plaisir. Good. Anthony, merci d'avoir été là. Mais pour cette émission-là, tu es notre expert football. Donc, tu as encore très bien fait ta job ce soir. Mais écoute, ça m'a fait plaisir, Charles. Merci à vous aussi, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute. Je vous invite à suivre Boisvert Radio sur Facebook et sur Instagram. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission à Boisvert Radio.